Bonjour, bienvenue à ce Midi de Bonjour. l'urbanisme. Pour rappel, les mini-midis, ce sont des rendez-vous que la Maison de l'urbanisme vous propose tous les 15 jours grâce au soutien de la Wallonie et du Brabant wallon. Tous les 15 jours, vendredi midi, un mini-midi pour rencontrer un acteur de l'aménagement du territoire en Wallonie et explorer avec lui une thématique. L'événement est diffusé en direct. Vous êtes donc invité à poser vos questions en postant des commentaires sous la vidéo. Nous tenterons d'y répondre en fin d'interview. Aujourd'hui, nous allons tenter de réconcilier le bâti et la biodiversité avec Didier Samin, qui est architecte de formation et aujourd'hui actif dans l'association Natagora, notamment comme formateur à propos de l'accueil de la biodiversité dans le bâti. Alors Didier Samin, bonjour. D'abord, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. tout naturellement. Merci beaucoup. Pouvez-vous rapidement nous expliquer en quoi consiste votre expertise et votre volontariat chez Natagora? Mais voilà, c'est assez simple. C'est parti du fait de ce que j'ai pu constater, quand même pas mal de couacs au niveau de la biodiversité. Et bon, étant architecte, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, et notamment biodiversité dans le bâtiment est venu tout spontanément, et que donc voilà, comme c'est quelque chose dont on parle très peu et qui n'est pas développé très fortement nulle part, en tout cas en Wallonie-Belgique, une petite avance des pays européens. Voilà, ça me semblait vraiment urgent de faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on développe donc un pôle biodiversité dans le bâtiment chez Natagora. Merci beaucoup. Alors, la première question que je me posais, c'était pourquoi? Pourquoi faudrait-il aujourd'hui particulièrement accueillir de la biodiversité dans le bâtiment même, dans l'architecture même? Oui, il faut comme bien se rendre compte que, en fait, nous avons toujours vécu dans un environnement riche en biodiversité, et notamment dans nos habitations aussi, j'ai envie de dire, que ce soit même notre enveloppe corporelle, on est habité aussi. Voilà, je veux dire par là, on est intrinsèquement lié aux écosystèmes qui nous entourent. La différence, c'est que de plus en plus, culturellement, nous nous distancions de cette nature, on la rejette toujours plus loin, jusqu'à un moment où il n'y a pas de plus loin. Or, nous atteignons tout doucement les limites de ce fameux plus loin, donc il n'y a plus d'endroits où il n'y a plus d'humains qui soient allés, et tout est occupé partout. Nous occupons tout, et donc forcément, nous devrons arriver maintenant à cohabiter et partager, bien sûr. C'est un petit peu ce qui s'indique ici sur le graphique que vous m'avez envoyé. Alors, ce qui transparaît dans ce graphique-là, eh bien justement, c'est notre emprise sur l'environnement. On se rend compte que donc nous occupons de plus en plus la nature, nous l'exploitons de plus en plus, nous rejetons toujours plus loin ce qu'il y a encore de nature qui nous environne, et on voit ici sur ce tableau toute une série de couleurs différentes qui montrent les espèces éteintes, les espèces en danger critique d'extinction, les espèces qui sont en danger, d'autres qui sont moins impactées, et puis d'autres qui ne posent pas vraiment de soucis. On se rend compte que finalement, donc toutes les couleurs qui vont du jaune au violet sont quand même assez importantes par rapport aux autres couleurs. Ça veut dire en fait que nous exerçons une pression énorme sur cette biodiversité qui tend à disparaître, et donc on doit vraiment maintenant agir pour éviter de ne pas se trouver dans un grave déclin de biodiversité qui ferait que nous sommes déjà d'ailleurs la sixième extinction, hein, la cinquième étant celle des dinosaures. Alors, cela étant, euh, comment, comment on peut y arriver? Comment peut-on cohabiter avec des espèces animales et surtout avec quelles espèces? Parce qu'il y a certaines espèces qu'on n'a pas envie de voir chez soi. Ben oui, forcément. Voilà, en fait, c'est assez simple. Si on regarde l'ensemble des espèces animales et même végétales, on peut grosso modo se dire, voilà, il y a le monde sauvage tel que nous le connaissons avec cette grande distanciation, et tel qu'il y a encore quelques beaux reliquats qui existent dans des milieux peu anthropisés. Et puis, il y a toute une série d'autres espèces avec lesquelles nous vivons en proximité beaucoup plus grande, et même parfois même très grande, à tel point qu'on parle pour certaines espèces d'espèces commensales. Ça veut dire
qui habitent vraiment avec nous, qui nous occupent même, enfin qui sont intrinsèquement liés à notre vie. Nous avons une écologie qui a fortement évolué je dirais, en coévolution, même donc en phase l'une avec l'autre. Et puis il y a aussi par ailleurs toute une série d'espèces qui ont fait l'objet de translocations, qui ont été élevées, certaines même on va penser aux NAC aussi, qui sont des espèces même qui deviennent exogènes, donc qui sont invasives. Et alors, il y en a certaines où on est allé encore plus loin dans cette détention de. Voilà, on a fait des élevages qui sont devenus même des animaux domestiques, le chien, le chat, les vaches, les cochons, etc. Voilà. Donc, il y a toute une gradation, on le voit bien. Et par rapport à cela, évidemment, on va voir un petit peu quelles sont les espèces qu'on va pouvoir gérer et les autres sur lesquelles nous n'aurons pas trop prise. Et puis, bien sûr, voir aussi dans quelle mesure elles occupent de près ou moins près nos habitations. Il y en a certaines qui sont vraiment dans le bâtiment, qui vivent tout le temps dans le bâtiment. On voit ici une image qui donne un peu l'idée de tout ce qui peut être comme endroit occupé dans l'enveloppe extérieure du bâtiment. Souvent, ces espèces-là ne nous posent pas de problème. On pensera aux hirondelles, aux moineaux, aux martinets, on va penser aussi aux chauves-souris. Voilà, toute une série de bestioles de ce genre-là. On va bien sûr penser aux plantes grimpantes et tout ce qu'il peut y avoir comme petits insectes, etc. Mais ça n'est pas encore des espèces qui vont habiter vraiment dans notre bâtiment. On aura effectivement, voilà, le martinet, on va pouvoir faire des nichoirs, ça aussi. Mais on voit que c'est relativement extérieur. Et tant que c'est extérieur, ça ne pose pas trop de problèmes. On peut toujours surajouter, par exemple, des nichoirs, etc. Et bien sûr, on va dire, oh, ben, des déjections, il y aura deux, trois petites choses de ce genre-là. Voilà. Mais on n'est pas encore concerné par les espèces qui vivent déjà dans l'enveloppe extérieure un petit peu plus profondément, c'est-à-dire dans le mur même. Alors là, on va penser justement au type pipistrelle, qui est une espèce de chauves-souris. Voilà, ici, ce sont des sérotines. On a aussi l'oreillard, mais les pipistrelles sont un peu du même genre. Il y a grosso modo, deux groupes de chauves-souris qu'on va distinguer, qui sont celles qui vont dans des petites anfractuosités du bâtiment, dans l'enveloppe extérieure, comme j'avais dit. Donc, ça veut dire les petits trous dans la façade, derrière le mur de parement, où il y a un vide ventilé entre le mur de parement et le mur porteur. Et puis, il y en a d'autres qui vont rentrer dans les combles, ils vont s'accrocher librement aux charpentes des toitures. Voilà, on voit qu'il y a donc toute une gradation comme ça. Et bien sûr, par rapport à cela, notre évolution de l'architecture, des modèles de construction, fait que de plus en plus, nous arrivons à des espaces qui sont, comment dirais-je, bio-incompatibles. En fait, on a rejeté complètement la vie de nos bâtiments. On les a même maintenant isolés hermétiquement. Et donc, par rapport à cela, tous ces animaux ne trouvent plus de place. Et voilà le problème qui va se marquer de plus en plus dans les années qui viennent. Donc, le problème, c'est qu'on rend imperméable à l'air et donc imperméable à tous nos bâtiments. Exactement. Et des petites espèces qui profitaient de fissures, de tout petits espaces, ne savent plus s'y accrocher. Celles qui rentraient dans les combles, revenons-y, la fameuse chouette, ou certaines chauves-souris, eh bien, elles n'ont plus de place non plus. On occupe les combles, on les aménage. Il n'y a plus assez de vieilles maisons en ruine où elles peuvent encore trouver peut-être où gîter. Et donc, par rapport à cela, c'est vrai qu'on devra, dans le futur, commencer à aménager volontairement des espaces pour leur permettre, leur garantir, en fait, de gîter en sécurité. Et alors, en pratique, comment fait-on? Parce que c'est légitime de vouloir restaurer sa maison, d'occuper ses propres combles, d'avoir une bonne isolation thermique. Donc, quelqu'un qui serait sensible à la question, ou qui sait qu'il y a apparemment des chauves-souris autour de chez lui, ou qui sait qu'il peut y avoir des événements, comment peut-il faire? Non, donc il y a deux démarches. Il y a une démarche active, donc qui est souvent donc volontaire, de personnes qui se disent voilà, il y a des chauves-souris chez moi,
S'ils le savent, c'est déjà très bien. Donc, ils en ont pris conscience, ils ont pu les observer. Donc, par rapport à cela, il faut quand même se rendre compte que souvent, ce sont toutes des espèces protégées. Hein. Je dirais bien, quand on pense à l'hirondelle des fenêtres, l'hirondelle rustique, le martinet noir, tous les oiseaux insectivores de manière générale, la chouette, toutes les chauves-souris, il y a 23 espèces en Wallonie. Donc, imaginons un petit peu, ce sont toutes des espèces protégées. Donc, on ne peut déjà pas les détruire. Ça, il faut quand même se rendre compte. On peut pas détruire non plus leur gîte. On ne peut pas détruire l'endroit où elles vont hiberner. On ne peut pas détruire l'endroit où elles vont se reproduire. Elles sont vraiment protégées et donc forcément les lieux où elles habitent aussi. Ça, c'est déjà quand même une nuance de taille. On ne parle pas de petites souris, etc. On est bien d'accord, on est dans le registre des espèces protégées. Donc, par rapport à ça, il peut y avoir une démarche volontaire qui est de dire, voilà, OK, il y a des bestioles qui occupent la maison que j'habite, je vais devoir isoler, je voudrais bien ne pas enfermer ces bestioles en hibernation dans le vide ventilé entre le mur de parement et le mur porteur, par exemple. Je ne vais donc pas boucher les petits trous, et puis je vais faire en sorte que l'entrepreneur qui va faire les travaux n'interviennent pas à des moments critiques. Alors là, j'aurais peut-être pu donner le calendrier, mais bon, on y reviendra un jour ou l'autre. Mais voilà, donc si on faisait une injection dans les murs, dans les vides ventilés, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, on va condamner à la mort une centaine de chauves-souris qui se trouveraient là. Je me souviens. Pardon? Une centaine, on pourrait Une faire. centaine, justement. Je me souviens d'une personne qui nous avait dit, ah, j'ai deux, trois chauves-souris qui rentrent par un petit trou dans ma façade. J'ai dit, bien, ok, pas de problème, je vais venir voir. Nous allons faire un comptage à l'émergence des chauves-souris le soir, donc à l'heure où elles sortent. Il y en a compté plus d'une centaine. Ah oui. Voilà comment ça se présente. Il faut se rendre compte qu'une pipistrelle, ça rentre dans une petite boîte d'allumettes. C'est tout petit comme bestiole. Elle se faufile dans un petit interstice qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment énorme, quoi, de se rendre compte, voilà, le phénomène est subjugant. Voilà, évidemment, on a vite fait, bien sûr, de condamner ces petites bestioles, on ne se rend pas compte, quoi. Hein. Donc voilà, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va intervenir en travaux, d'abord en mettant des mesures compensatoires, en ne faisant pas ces travaux à des moments critiques, donc il faut bien choisir les moments au calendrier. Et alors, on va intégrer des gîtes dans l'isolant thermique de l'épaisseur qu'on va surajouter à la façade extérieure. Tout ça, c'est tout à fait faisable. On peut bien sûr aussi surajouter des gîtes par l'extérieur, mais c'est moins efficace parce que souvent, ils ne sont pas vraiment vite occupés et donc on a une perte de population certaine. Alors, on peut aussi, autre démarche, toujours volontaire, c'est concevoir des gîtes dans une construction à venir. Donc, une nouvelle construction qui va se construire, elle est à l'état d'élaboration en plan, l'architecte peut très très bien concevoir des gîtes, comme on en voit un exemple ici, qui va être intégré directement dans le bâtiment. Alors, ça, on a parlé des chauves-souris qui sont fissuricoles. Maintenant, on va parler des chauves-souris et des autres animaux qui vivent librement dans les combles. En général, ils aiment bien des combles qui ne sont pas isolés. Ça supposerait que, dans cette hypothèse, on laisse une partie du grenier non isolée et donc qui serait un petit espace, un petit volume bien calme, protégé, où les chauves-souris n'auront pas à être dérangées, où il n'y aura pas d'éclairage, où il n'y aura pas de ventilation, où il n'y aura pas de courant d'air trop important, voilà, où il y aura pas de choc thermique, où, voilà, où il soit trop isolé. Il faut que ce soit un espace où la chaleur du soleil puisse intervenir directement. Voilà. Et donc ça, on va avoir des espaces comme ça qui peuvent être occupés par une chouette, même dans les maisons habitées, ça arrive, ou alors par des chauves-souris. Donc voilà, donc ça évidemment, quand on a réussi cela, on est wow, très heureux d'avoir des œuvres de marques comme ceux-là. Vous m'avez envoyé quelques images de ce Alors type de ici, gîte, un petit mot. oui. Alors là, un petit mot, bien, ce sont des gîtes qui sont intégrés. Ici, c'est un gîte qui est intégré dans l'épaisseur des blocs d'isolant qu'on met par devant la façade.
Voilà, donc ce gîte va être recouvert. Il n'y aura plus que la petite fente d'ouverture qui va apparaître dans la façade. Tout le reste sera enduit tout autour, donc et isolé tout autour. Voilà. Ici, c'est un même genre de gîte qu'on intègre dans une façade d'un immeuble appartement. Ça concerne des espèces de chauves-souris qui ne sont que hibernantes souvent. Ce sont les noctules. Elles ne rejoignent les hauts bâtiments, donc souvent les tours de logement, qu'en hiver pour hiberner. Donc autrement dit, encore une espèce qui peut être impactée lourdement si on n'y veille pas, quoi. Hein, donc voilà. Donc ça, ce sont des démarches volontaires. Maintenant, on peut se rendre compte aussi qu'il y a d'autres démarches qui sont celles qui sont plus passives, à savoir que on pourrait très bien concevoir des bâtiments dont la technique de construction est un petit peu comme les anciennes techniques, offre spontanément des gîtes. Ça veut dire que pas besoin que l'entrepreneur sache ce qui conçoivent un gîte ou pas. Non, simplement la manière dont il construit offre spontanément des gîtes qui vont être occupés ou pas. Voilà. Anciennement, toutes les constructions étaient comme ça, parce qu'on ne fermait pas les bâtiments de manière aussi hermétique. Il y avait des petits joints partout. On considérait que la brique, le bois sont des matériaux qui dilatent différemment et que donc il faut qu'il y ait un petit joint qui permet de la dilatation différentielle sans qu'il y ait une fissure qui se marque. Eh bien, ces petits joints, c'est juste ce que les bestioles aiment bien, hein, que ce soit les martinets vont dans des trous de boulin aussi, les chauves-souris vont là, les moineaux trouvent un petit interstice en dessous d'une tuile. Voilà, donc voilà, eh ce sont autant de petits microgîtes, des microgîtes en fait, qui peuvent apparaître spontanément dans les constructions traditionnelles. Et alors, d'abord, j'avais deux questions. Peut-on recevoir des conseils pratiques parce que c'est pas tellement connu? Donc, comment savoir vraiment quoi faire? Comment, voilà, où chercher l'info? Voilà. Alors, on se rend compte que, ben, effectivement, il y a encore pas mal de manque d'informations. On va déjà trouver comme pas mal d'articles qui paraissent sur Internet. Maintenant, évidemment, il y a des webinaires qui se mettent en place petit à petit pour sensibiliser tout le monde. Et donc, on peut retrouver les PDF de ces webinaires sur Internet également. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, Natagora, qui va développer ce pôle biodiversité dans le bâtiment, qui va être animé par plusieurs personnes qui vont être notamment accessibles par le public pour avoir des conseils. Et bien sûr, l'idée aussi est d'amplifier le mouvement pour que de plus en plus nous contactions tous les réseaux de professionnels, les réseaux de concepteurs, donc architectes, bureaux d'études, etc., pour qu'eux-mêmes détiennent aussi l'information de première main et puissent avoir accès, dans ce cas-là, à des publications avec des conseils techniques. Il existe déjà quelques documents et notamment des parutions en langue donc anglo-saxonne, un petit peu en Allemagne aussi, donc en allemand. Mais voilà, c'est encore le balbutiement, il faut bien se rendre compte. Mais il faut quand même prévoir une évolution future assez marquante dans cette direction. On parle évidemment beaucoup de l'enjeu climat, du rejet de CO2 dans l'atmosphère et donc de réduction de dépenses d'énergie par l'isolation thermique notamment. Donc on voit bien qu'il y a eu tout un arsenal de réglementation qui s'est mis en place, qui est maintenant fort bien documenté. Il y a même aussi des primes à la rénovation, primes à l'isolation qui se sont mises en place également. Eh bien, on peut très très bien imaginer que maintenant l'enjeu biodiversité va suivre le même chemin et que donc logiquement nous allons aussi avoir et des documentations et des arsenals de réglementation et des applications au niveau construction. Donc tout ça va être mis en place et pourquoi pas même des incitants fiscaux pour la création de gîtes dans des situations par exemple de zones Natura 2000, de zones de haut intérêt de biodiversité. Voilà. J'imagine que... Les choses doivent se mettre en place. On se rend bien compte que donc on est à l'entrée finalement d'un processus, mais déjà suffisamment documenté pour pouvoir proposer des choses concrètes. Je vois que le temps tourne, donc on va regarder un petit peu du côté des questions, si jamais il y en a.
Donc, si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, vous pouvez le faire en utilisant les commentaires sous la vidéo Facebook. Normalement, je vais les voir apparaître et nous pourrons les traiter ensemble. Alors, on m'avertit qu'il y a parfois un petit décalage de temps, donc entre les deux, le moment où vous posez vos questions et le moment où je les vois apparaître. Alors, je profite euh, de ce petit temps pour passer en revue certaines autres images que notre invité voulait partager avec nous, notamment le laireau. Vous aviez envie de me parler du laireau, Monsieur Samin? Ah, ça, c'est une sacrée petite bébête. Alors, le laireau, bon, eh bien, c'est aussi une espèce protégée. C'est un petit rongeur, donc de la famille des loirs. Il existe trois espèces de gleuridés, donc ça, c'est la famille, hein. Donc, il y a le loir gris qui existe en Lorraine, le laireau qui existe un petit peu partout en Wallonie, et le muscardin qui est beaucoup plus localisé. Le laireau est une petite espèce particulière qui est assez, son milieu d'origine, c'est les milieux rupestres, donc en lisière de forêt, etc., mais souvent avec donc des roches. Et par extension, il est venu habiter dans des habitations, souvent des habitations de pierre, de briques anciennes, où il retrouve des milieux un peu genre lisière, donc les bocages à l'origine, les vergers aux tiges avec des arbres fruitiers, et donc tout ce qui est en tout cas végétation arbustive ou arborée fruitière, tout ça lui convient fort bien. Les vieux murs couverts de lierre, etc. Bref, il était partout dans les années 50 jusqu'à peu près au tournant du remembrement. On le trouvait à peu près partout. Il avait colonisé tous les espaces qu'on lui avait mis à disposition et qui correspondaient à son écologie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce petit laireau devient de plus en plus rare parce que là, encore une fois, il ne trouve plus agité dans les habitations parce qu'il aime bien aller dormir dans les greniers et il dort 6 mois de l'année. Et comme il n'a qu'une nichée, voire parfois deux, quand certaines années où il fait très beau, il n'a qu'une nichée de 4 ou 5 jeunes par an. Bref, son taux de reproduction est assez faible. Et avec la pression de la prédation par les chats domestiques notamment, voilà, dans nos milieux anthropisés, ben, il faut bien se rendre compte que ce laireau il est en déclin total. Donc on doit vraiment faire quelque chose pour lui, c'est-à-dire lui permettre d'aller gîter dans des cabanes de jardin, cabanes à outils par exemple, des annexes, une vieille remise, voilà, ça il aime bien. Hein, et puis parfois aussi dans des nichoirs. Il reste dans les nichoirs pour autant qu'il soit suffisamment bien isolé. Il va faire son nid et hop, il s'endort là. Donc, ne videz pas les nichoirs de vos jardins hein, à la fin de la saison de reproduction des mésens. Laissez le nid s'il y a parfois des laireaux qui vont s'installer. Alors, pour l'instant, on fait une cartographie du laireau en Brabant wallon et on est déjà parvenu à quand même à trouver jusqu'à 2 et 3, parfois 4 signalements dans une seule et même commune. Et tout ça, donc, sur l'ensemble des communes du Brabant, ça fait quand même grosso modo une bonne vingtaine de petites populations relictuelles de l'Hérault qui existent. Donc, on les protège très fort. Je vois des questions qui arrivent depuis quelques minutes, donc on va passer sur les questions du public. Alors, Pierre Aubot nous demande que fait-on avec les guêpes qui peuvent entrer dans les constructions? Ça, c'est vrai que c'est pas les Voilà. animaux qui sont Les là. guêpes, c'est effectivement biodiversité, c'est une bestiole assez intéressante. Il y a même des fois où je me demande pourquoi ces hyménoptères-là, les vespidés, donc, ne sont pas protégés comme le frelon, etc., etc. Les guêpes, en fait, ont pas mal d'intérêt écologique et elles ne sont pas agressives pour autant qu'on ne les dérange pas. Ça, c'est une première chose. Alors, j'ai beaucoup cohabité avec des guêpes, ça arrive encore, c'est pas systématiquement chaque année, mais un petit conseil, repérez bien où se trouve le nid, repérez bien le couloir d'envol, et si vous voulez qu'il y ait un couloir d'envol plus précis dans un sens que dans un autre, pour vous écarter, pour qu'il s'écarte notamment de l'endroit où vous allez vous tenir sur votre terrasse et dîner tranquillement, eh bien, mettez une source de nourriture à l'endroit opposé où vous tenez. Et vous verrez bien que le couloir d'envol est toujours dans une même direction et ça s'arrête là. J'ai des nids de guêpes qui se trouvaient à 4 mètres fenêtre ouverte de ma cuisine, jamais une seule guêpe n'est rentrée dans la cuisine. J'en ai d'autres qui se sont trouvés dans un gros pot en terracotta, un nid de guêpe dans un gros pot en terracotta sur la terrasse, à 6 mètres de l'endroit où je dîne, je n'ai jamais une seule guêpe. Il faut simplement bien observer les guêpes,
bien observer les polices, ça ressemble à une guêpe, mais ça n'est pas une guêpe. C'est aussi des petits hyménoptères, comment dirais-je, sociables, mais ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux. Les frelons, par exemple, n'attaquent pas non plus. En fait, ce sont des bestioles, il faut apprendre à vivre avec elles, il n'y a pas de souci. Mais seulement, ce sont d'extraordinaires éboueurs, ils nous mangent pas mal de petits déchets, des pucerons et beaucoup d'insectes. Et finalement, c'est des bestioles, enfin, j'aime pas dire le mot parce que, voilà, mais utiles. J'aime pas trop ces clivages utiles et pas utiles. Tout ça fait partie d'une même biodiversité dans des écosystèmes. Il faut juste apprendre à vivre avec la nature. Je ne sais Voilà, pas moi, si je peux répondre dans cette thème, voilà. il y a encore du chemin à faire avec ça. Une question pratico-pratique de Godelieve Boulert qui demande un lien où on pourrait télécharger des fiches outils. Si vous me le dictez, je peux tout de suite le faire apparaître. Alors, le mieux, c'est d'aller sur le site Natagora. Donc, c'est natagora.be. Oui. Et alors, c'est un site extrêmement vaste, donc il faut passer pas mal de temps. Attention aux nuits blanches. Vous en avez pour des heures et des heures de découverte en tous sens. Et voilà, ça dépend ce que vous cherchez. Et puis, comme d'habitude, eh bien, on ouvre un truc. Waouh, j'avais pas pensé à ça. C'est pas ce que je cherchais tout à fait, mais c'est génial. Je mets sous le coude. Et bien voilà. Et on est parti comme ça. Et vous allez voir que ce soit pour l'aménagement des abords, donc jardins, etc., ou autres conseils nichois, etc., ça se trouve. On n'est pas encore tout à fait documenté, comme je l'avais dit, donc au niveau construction, mais ça va venir, on va s'y attaquer dès lors qu'il y aura bientôt un plein temps qui va être pris pour ces rôles-là. Et du coup, pour les personnes qui ont envie d'aller plus vite, vous pourrez encore écrire directement à l'adresse que je viens d'envoyer, Bien sûr, bien sûr, info.datagora.be. Alors, bien je sûr. crois qu'on a encore des questions qui arrivent, donc on va poursuivre. On a dépassé nos 15 minutes, mais voilà. Une question intéressante, mais tout à fait ciblée. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la colonie de chauves-souris qui se trouve dans l'ancienne école de Gistou? Ah, tiens. Bon, oui, alors voilà. En fait, il faut savoir que ce dossier est passé en conseil de communal, il était bloqué. Et puis, il y a eu un recours qui a été demandé par le promoteur. Mais bon, voilà, la communication reste bonne. Maintenant, il faut voir un peu où on en est. Vraisemblablement, il faut s'attendre à ce que cette école soit démolie un jour ou l'autre. Mais immanquablement, on ne pourra pas faire autrement que de tenir compte d'un planning de travaux qui respecte l'écologie de la colonie sur place. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien sûr, c'est créer des gîtes alternatif, j'ai envie de dire, enfin, ou de compensation, ça c'est faisable. Quant à dire que ce qui est des gîtes d'occupation alternative, ça c'est un peu moins évident, parce que c'est pas parce qu'on a décidé qu'une colonie devait bouger de place qu'elle va aller dans un gîte qu'on va lui mettre à disposition. C'est pas gagné. Hein, les sérotines ne fonctionnent pas comme les mésanges qui sont relativement ubiquistes, c'est pas le souci. Ici, on va avoir un peu plus de difficultés, mais bon, on a espoir aussi de voir ces colonies se reloger assez spontanément dans d'autres métacolonies que nous n'avons pas encore découvertes sur le territoire environnant. Mais en général, quand il y a une colonie, il y a des métacolonies, donc il y a des sites relais assez naturellement. Ça peut être l'église qui se trouve en face. C'est pas sûr. Enfin voilà, c'est pas gagné. Donc on suit le dossier de très près, bien sûr. C'est clair que maintenant, avec les publicités qu'il y a eu sur cette affaire, ce serait difficile de commencer à passer outre le problème de cette colonie. Alors la question suivante fait partie en fait de cette de la réflexion. Quid des primes? On a dit ce sera peut-être un jour il y aura des primes pour l'installation de nichoirs. Quid des prescriptions urbanistiques? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, si je vous ai bien compris. Alors, la question des prescriptions urbanistiques, c'est vrai qu'il n'y a rien de très précis. Il n'y a en général que des recommandations qui sont émises ou pas. On souhaiterait que oui, mais bon,
ou pas par les communes. Mais en gros, il faut se rendre compte qu'on a quand même la loi de la conservation de la nature de 73 qui régit bien sûr tout ce qui est protection de toute une série d'espèces qui sont reprises sur une liste, voire deux listes. C'est-à-dire qu'il y a l'annexe 1 et l'annexe 2, donc Convention de Berne. Là, on est voilà, de liste d'espèces protégées, qui fait que cette loi précise même que donc si les espèces sont protégées, ben, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est notamment aussi leur site de reproduction, leur site d'hibernation, de repos, leur gîte, etc., etc. Donc on ne peut pas détruire tout cela comme ça. Maintenant, s'il y a pour une cause quelconque un projet qui suppose qu'il y ait une destruction, il faut faire une dérogation, demander une dérogation au pôle ruralité, dérogation à cette fameuse loi sur la conservation de la nature. Ce qui n'est pas facile à obtenir, il faut bien se rendre compte. C'est pas toujours gagné parce qu'il y a quand même toute une série de raisons précises pour lesquelles cette dérogation peut être obtenue. Or, ma foi, il y en a quand même pas mal qui. Je vais habiter mon grenier, il y a une colonie de chauves-souris dedans, je vais habiter mon grenier et balancer les chauves-souris, ben ça se fait pas comme ça. Malheureusement, ben voilà. On en est là. Alors, il y a quand même aussi une chose à savoir, c'est qu'il y a dans le fameux code, le fameux code été, donc c'est le code de développement territorial, il y a un petit article aussi qui précise que si toutes les autorisations requises n'ont pas été obtenues ou sont manquantes, n'ont pas été demandées, un projet peut être bloqué. Mais quand je dis projet, c'est-à-dire même si un permis de bâtir est obtenu, mais qu'il n'y a pas eu de demande de dérogation pour détruire une colonie, le projet est simplement nul. Le projet est bloqué, je veux dire, allez, le permis est caduc, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Le permis est caduc, donc ça ne peut pas se faire. Et puis, si le chantier a démarré, ben, le chantier est bloqué, est mis sous scellé. Donc, ça s'est déjà vu, notamment au Brabant wallon, chantier de façade, boum, on démolit une colonie d'hirondelles, paf, les séquestres, enfin les scellés sous le chantier, ça n'a pas fait long feu, quoi. Donc, il faut quand même pas jouer avec ce genre de choses, il faut quand même se rendre compte. C'est un peu bête à dire, mais on n'est pas là pour le répressif, on est là surtout pour sensibiliser, pour faire en sorte que tout aille bien. Il y a des cas extrêmes où, malheureusement. Voilà. On est arrivé à une demi-heure d'interview. Je pense qu'on est au bout des commentaires et des questions du public qui était présent en direct. Et donc, je vous remercie tous d'avoir été présents. Merci Didier Samin pour toutes ces explications. C'était vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas donc à suivre la Maison de l'Urbanisme et à vous documenter sur nos activités sur notre site et sur notre revue Espace Vie, donc qui est gratuite pour les habitants du Brabant wallon, au format papier ou au format électronique. Un grand merci. Je vous fixe rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau mini-midi qui se déroulera comme celui-ci sur Facebook. On attend votre participation et vos questions. Sur ce, un bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.